Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Quand on est journaliste et patriote, comment donner une info sans démobiliser les troupes au front? Comment créer l'équilibre entre notre sentiment d'appartenance à la mère patrie et le devoir sacré que nous avons de vous informer? On reviendra tout à l'heure sur les dernières menaces du président du CESAC, Christian Bossembe. Vous l'avez suivi sur notre antenne hier et ce matin, il était chez nos confrères de Top Congo FM. Il menace de fermer certains médias sans rien attendre et si possible de déférer certains journalistes en justice. Dans cet effort de guerre qu'il nous faut, nous tous, quelles peuvent être nos limites sans enfreindre évidemment notre devoir sacré et votre droit à vous d'être informé? On reviendra dans l'émission sur la séquence polémique. Elle est sur toutes les pages en ce moment, au point qu'elle a même été rétutée par des pays agresseurs. L'extrait du discours de notre ministre de la Défense, la première fois, sa première sortie depuis le début de cette crise, notre ministre, Guy Kabombo, est au cœur d'une polémique. On lui reproche d'avoir plagié un film. Même s'il n'est pas le premier à le faire, le plagiat dans les discours, ils sont légion. On en a reproché d'ailleurs à un ancien président ghanéen. Il est même au pouvoir en ce moment, Nana Akufo. En 2017, il a dû s'excuser pour avoir plagié un extrait du discours de George Bush en 2001. On ne se met pas à la défensive. On va faire l'émission avec c'est lui qui se présente maintenant comme le syndicaliste, c'est ça? Syndicaliste le de la syndicat République. de la République. Ouais. Oui. Il est membre du syndicat de la République. C'est quoi Gardi Mike, Diana, bienvenue. Merci Jean-Pierre. Je crois que pour ceux qui suivent le syndicat de la République, ce qu'on s'est rendu compte, que finalement, dans le clivage de la RDC aujourd'hui, cette maladie a atteint presque chaque classe, que ce soit le politique, les confessions religieuses, la société civile dans sa diversité et même la presse. Et malheureusement, dans ce clivage-là, peu de gens sont capables de se mettre, prendre du recul et parler des vraies questions de la République, défendre la République. Pas en tant qu'un groupe d'individus, mais en tant qu'une agglomération. C'est vrai que les individus sont inclus, mais je pense que d'abord, c'est la mère patrie qui est notre valeur la plus inestimable. Et je pense qu'aujourd'hui, mon souci, c'est de pouvoir quitter la dimension personnelle de choses. Parler de la République, défendre les intérêts de la République, peu importe les individus qui sont soit à la commande, soit à l'opposition, peu importe qui est victime, qui est bourreau, mais parler d'abord de la République. La République avant tout. Merci bien. Mike Gardi, syndicat de la République. Un compte TikTok a été ouvert. Oui, un compte TikTok, mais avant tout je ne sais pas s'il faut dire chaîne ou page YouTube, un compte YouTube, je pense, où chacun peut aller voir les Oui, allez-y, tapez syndicat de la République. Le syndicat 6. Sur le syndicat. Le syndicat 6, vous trouverez le contenu. Et d'ailleurs, les efforts de guerre, on commence cette semaine. Bien, il faut commencer parce que la patrie nous le demande. Il y a beaucoup de choses. Je vous ai fait venir en tant que spécialiste des questions de communication pour essayer de comprendre nos limites à nous, journalistes, les limites aussi du public. Quel type de discours ou d'attitude
devons-nous adopter en cette période délicate? Mais avant d'entrer dans d'autres questions de fond, il y a une polémique en ce moment, j'ai envie de dire une vive polémique. L'extrait du discours de notre VPM à la Défense, Maître Guy Mwadinvita Kabombo. Après un long moment de silence, c'est vrai, on dit toujours que l'armée c'est la grande muette. On ne parle pas tout le temps là-bas au risque de dévoiler des secrets militaires ou secrets défense. Il a fait un bon discours hier. Un discours de nature à revigorer les troupes au front. Mais ce matin, nous nous réveillons avec une vive polémique des gens qui ont retrouvé un extrait de son discours dans un film. Et ça va dans tous les sens. Nous n'avons pas besoin de relayer cet extrait polémique ici chez nous, parce qu'on sait que vous l'avez déjà suivi. Le dire n'est pas démoraliser les troupes au front, les démotiver ou quoi que ce soit. Et on est quand même dans les faits. Et parce que ça fait actu, parlons-en. Mike Gardy, avez-vous suivi cet extrait? Je suis tombé sur cet extrait, je dirais vrai, ce matin. Je l'ai vu, d'ailleurs, c'est un ami qui me l'a renvoyé. Et après avoir lu ces discours, je crois que là encore, il y a un problème. Oui. Vous savez, Jean-Pierre, la plus grande difficulté qu'on rencontre dans ce contexte, c'est l'incapacité de l'homme politique ou encore de l'homme public congolais à reconnaître la valeur du métier de communication dans sa diversité. Vous savez, il arrive à un moment donné, quand on trouve que les mots sont forts et sont adaptés au contexte, qu'on emprunte pour utiliser. Mais là encore, il faut connaître les spécificités d'un travail. Je veux rappeler aux dirigeants congolais. Il existe encore des métiers qu'on appelle les spin doctors. C'est des gens spécialisés dans la conception des discours. Ces gens-là sont parfois des autodidactes, venus des différentes sphères. La plupart, ça concilie toujours la communication et le droit. Mais l'idée de faire de vos conseillers juridiques des rédacteurs des discours, ça peut marcher dans le contexte normal où vous savez que c'est un discours formel, solennel, et puis ça passe, qui ne reste pas dans l'esprit des gens, parce que la preuve, combien sont capables de dire qu'ils ont tenu des discours qui sont restés mémorables? Il n'y en a pas, ou il y en a peu. Et dans ça, quand vous arrivez dans des contextes pareils, il faut savoir choisir, il faut reconnaître la spécialité des uns et des autres. Le VPM certainement a gardé silence depuis un certain moment parce qu'on se disait stratégiquement, quand la défense qui porte la voix de l'armée veut parler, ça doit être une voix qui porte et une voix qui galvanise. C'était bien dans la stratégie. Mais le problème, c'est qu'un problème sémantique, un problème de choix stratégique dont la conception du discours a tout faussé. Il aurait suffi de dire, dans ce contexte, je veux emprunter des mots qui conviennent au contexte, des mots qui m'inspirent et je pense qui inspireraient le Congolais, comme l'a dit. Parce que ces discours est un discours de Churchill vers les années 13 et qui a été utilisé également dans le film parce que c'était un discours très fort qui est resté dans la mémoire de la plupart des amateurs de la vie politique et qui n'était en aucun cas un défaut de pouvoir emprunter ces mots, mais dans la conception, dans le contextualiser et grammaticalement trouver les incises qui conviennent. Ne pas le rendre comme tel. Ne pas le rendre comme tel, n'est pas s'approprier, n'est pas s'en approprier, comme si c'était des textes propres à vous, mais emprunter le même discours et l'adapter dans le contexte parce que les mots sont forts et ça cadre avec les objectifs, le besoin et même le schème de Congolais maintenant. L'idée était juste une question de spécificité, comprendre la sensibilité de mots et trouver une forme grammaticale qui convient. Bon, alors, au fond, éviter ces histoires. On critique le ministre, mais il faut admettre qu'on a très peu d'autorités qui rédigent eux-mêmes ou elles-mêmes leur discours. Pas très peu. Il y a des plupart, beaucoup. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de le faire. Exact. Et c'est un boulot reconnu à un corps de métier, vous l'avez dit. Conseiller, avec en dernier rempart le directeur des cabinets qui est toujours censé voir les discours en dernière minute pour les considérations d'ordre politique. Et rien n'est certain que ceux qui ont lu ces discours avaient déjà regardé ce film. Oui, il est possible que le VPM n'ait jamais regardé ces films. Moi aussi. Bon, en fait, moi, le film, je connais. Okay. Je connais l'extrait du film, le titre m'a échappé, je crois que je vous l'ai donné même en commentaire à ce post. Mais moi, c'est plus le discours, le texte que je connais parce que repris dans différents ouvrages.
le discours de Churchill. C'est le mot là je connais. Et l'usage du film, je connais. Quand j'ai vu la séquence, je reconnus le film. Mais en vérité, ce qu'il faut reprocher, je crois qu'il faut de sanctions dans l'équipe du VPM. Des sanctions, pas parce qu'ils ont commis une faute grave. Mais le problème, c'est que dans un contexte de crise, quand vous ratez un discours, ça devient un élément gênant. Et dans ces contextes-ci, chacun parce que doit c'est récupéré maintenant. récupérer. Au lieu qu'on s'intéresse au contenu du Exactement. discours, On s'intéresse. on voit plutôt ce qui n'a pas Ce marché. qui n'a pas marché. Et malheureusement, ça, on récolte l'effet stressant, le contraire de ce qu'on a cherché. Par le simple souci de vouloir cacher, le simple souci de ne pas vouloir citer l'auteur d'un discours pour s'approprier de ce mot. Et je crois que ça, c'est une forme, je dirais pas de légèreté, mais une erreur grave qui aujourd'hui nous plonge un peu, qui annule les efforts et qui nous met en difficulté sur l'approche communicationnelle dans ce contexte de crise. Il faut sanctionner ceux qui ont rédigé le Exactement. discours ou celui qui l'a lu. Non, il faut sanctionner ceux qui ont écrit les discours. Il est possible que celui qui a lu le discours a souffert d'un problème de culture à ces niveaux-là, de ne pas avoir la maîtrise de ces discours-là, ou encore la maîtrise de quels sont les canaux de communication ou cinématographique qu'ils ont utilisés et savoir comment contextualiser. Mais dans le fond, je pense Mais certains disent que ce discours a été inspiré par... Enfin, le film qui est brandi a été inspiré par l'intelligence artificielle. Non, pas l'intelligence artificielle. Vous savez, ça peut être possible, je ne sais pas, ni infirmer ni confirmer. Moi, je vous parle de ces discours. Moi, j'ai reconnu le film. Et non seulement ça, le discours, je reste pas dans le film. Et puis le problème, c'est pas vraiment ça le film, parce que le film peut vous puiser dans la vie, puise généralement dans la vie réelle pour la scénarisation et autres. Moi, le problème, c'est que ce texte-là existe, le texte d'un grand leader politique reconnu mondialement, des textes qui sont dans les ouvrages. Ça ne servait à rien d'aller dans ce sens-là. Citer l'auteur et passer, utiliser le mot, et puis voilà. Ça aurait posé moins de problèmes. Ça vous aurait posé moins de problèmes si vous n'avez pas voulu épater le ministre pour qu'il croie que ces mots sortaient de vous et que vous essayez de plagier et de vous approprier un texte notoirement reconnu. Mais dans la vie publique, on va dire que ce n'est pas la première fois que quelqu'un fasse le plagiat. Ce n'est ni la première fois. Régulièrement, les gens indexent des discours. Je connais Barack Obama qui est l'un des grands orateurs. Dans ses discours, il prenait régulièrement les phrases de ses prédécesseurs, des anciens de philosophes. Combien de fois Obama a utilisé des citations de Gandhi dans son texte? Il y a eu même récemment Melania Trump qui a prononcé un discours. On a retrouvé quelques extraits de ces discours dans ce qu'avait dit un peu plus tôt Michelle Obama. Exactement, ça revient souvent. Tu verras que le même texte, parce que le texte a tendance à définir un contexte. Généralement, quand on se retrouve dans le même contexte, on n'est pas... En fait, ce n'est pas un péché d'utiliser le même texte pour pouvoir être captivant ou parler aux gens et interpeller les gens. Donc, en gros, le problème n'est pas seulement le problème, c'est juste cette erreur d'ordre, à mon humble, scientifique et sémantique qu'ont commis. S'approprier un texte qui est sans un texte, citer l'auteur, un texte qu'on peut retrouver c'est de la malhonnêteté. à gauche, à droite, c'est à ces moments-là qu'on parle du plagiat. Mais maintenant, quand vous avez le Rwanda qui s'en approprie, il en fait son chou gras, son ministre des Affaires étrangères est allé jusqu'à tuter ça. L'affaire prend d'autres proportions maintenant. Malheureusement, j'ai hâte de pouvoir beaucoup commenter cette approche, notamment avec l'usage que le Rwanda veut faire de ces discours. Mais je vais éviter un élément, Jean-Pierre, c'est ce que moi j'appelle aujourd'hui de l'auto-sabotage. Cette idée de vouloir mettre un peu beaucoup plus de réflexion de la neutralité, de la justesse dans des questions qui concernent la République. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on pourra reprocher à la République maintenant. Mais quand on est dans un contexte d'une crise, d'une bataille où l'approche médiatique est très utilisée, très prise au sérieux, nos critiques sont utilisées, sont des prête-mots pour l'adversaire. C'est ça le sens de l'intérêt, parce qu'on veut parler de la communication, on va rentrer en interne. C'est là où le sens de l'intérêt de ce qu'on dit et de l'usage que l'autre peut en faire et des effets qu'on peut récolter chez nous, qui devient un élément qui nous appelle au patriotisme. Et ça, ce sont des règles basiques du métier que chacun d'entre nous doit connaître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut connaître les règles. J'ai dit d'ailleurs, c'est la sagesse bantou qui dit on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. On peut avoir des points de vue divergents maintenant, mais puisque cette guerre revêt un caractère existentiel de l'État, faisons comme nous, on a l'habitude de dire, le linge sale se lave en famille. On va d'abord combattre là-bas, nos responsabilités, on va les définir après. Mais maintenant, réglons d'abord le problème qui nous oppose, nous, à nos ennemis, à nos adversaires, nos amis, nos ennemis communs.
Ouais. Parce que Il n'y a pas de même, quoi même si moi je se veux mêler aspirer, de nos affaires. même si moi je veux et Ouais. j'aspire à devenir, à remplacer Félix Tshisekedi demain, je ne crois pas que je me sentirais pleinement chef de l'État si j'arrivais à gérer un pays sans Goma, sans le Grand Kivu. Ouais. Je crois que l'intérêt que j'ai maintenant, qu'on garde d'abord l'intégrité territoriale de nos États, parce que j'ai vu un tweet très incendiaire du fils Museveni sur l'idée de la répartition faite par le général Kaozi, pardon. Kaozi. On dit pourtant que c'est pas lui, c'était Non, c'est un faux. compte parodie, Non, c'est tout faux. ça. Je suis allé sur Twitter pour vérifier, c'est son compte et il a régulièrement l'habitude de publier. Il avait même supprimé, il avait annoncé la La suppression suppression est arrivée définitive. après, mais Ouais. après la suppression, moi j'ai vu ces tweets-là, donc on ne va pas aller dans cette sorte de désinformation, encore de manipulation. Ok. Donc en gros, à ces niveaux-là, tout ce qu'on peut dire, c'est que les gens qui sont autour des dirigeants maintenant, l'heure est grave. Et la communication. J'ai même suivi, il y a un autre frère, je crois que c'est Passion Ligodi, qui, dans l'un de ses textes, a dit que la communication ne résout que de problèmes de communication. Je vais lui dire que c'est faux. La communication ne résout pas que de problèmes de communication. Dans un contexte de crise, surtout dans le cas de la RDC, la communication peut résoudre les efforts des guerres en galvanisant, en apportant une mobilisation populaire, gage de la défense nationale, si l'on veut la preuve, qu'il nous parle de nous, Kinshasa. Moi, j'en parle comme témoin oculaire, habitant à Massina, vers les années 97. Je sais ce que nous, on a fait sans armes. On a défendu ces territoires rien que par une bonne communication et par cette narration qui nous a tous fait comprendre le sens de l'intérêt de la République. Et donc, la communication n'est pas qu'une simple question de communication, mais c'est un élément vital, sociétal, mais aussi étatique dans ce contexte. Alors, en ce moment, il faut tout faire pour éviter des petites bourdes, des petites Vraiment, erreurs, vraiment, même si humainement, ce n'est pas possible. Oui, c'est pas possible, mais vous savez, j'ai dit toujours aux gens, le bonheur de la communication, c'est que la force est au contenu, mais dans la communication, une communication dont la stratégie est savamment établie, c'est parer aux erreurs ou aux errata qui peuvent survenir. Quand on a un chronogramme, quand on sait d'où on va, il est plus facile de contrôler une erreur que quand on fait une communication alambiquée. C'est ça la difficulté. Quelqu'un qui est dans un plan, c'est parer aux crises, que quelqu'un qui fait le carpe diem. Dans le carpe diem, ça chamboule, ça remet en question l'ensemble de notre orientation. Or, dans une stratégie, ça remet en cause juste une étape qu'on peut corriger et repartir de l'avant. Quand on voit quelle analyse il faut faire du dernier discours du président, il était très attendu, celui-là aussi. Il a été fait après le retour du président qui a fait, je crois, un aller-retour à Luanda, en Angola. Avant le fond, sur le plan de la forme, quelle analyse vous faites de ces discours? J'ai vu des gens aller dans tous les sens. Dites-nous avec l'œil du professionnel que vous êtes. Merci. D'ailleurs, pour analyser le discours du chef de l'État, moi je ne donne pas la faute au chef de l'État. Le problème, c'est aujourd'hui une question étatique. La première de choses, c'est que l'une des faiblesses qui nous handicape dans notre offensive communicationnelle, c'est qu'il n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire, une stratégie globale. Cette stratégie globale commence par la mise en place d'une task force. En cet instant, il faut qu'il y ait une représentation de la défense, de l'intérieur, autour du ministère de la Communication et des Médias, mais également des Affaires étrangères, qui concilie les considérations générales pour pouvoir définir un plan de com. Vous pensez que ça ne se fait pas? Non, je ne pense pas. Vous savez pourquoi? Il suffit de regarder. La preuve. Le ministre de la Communication, à un moment donné, s'est rendu compte, il s'est dit, bon, écoute, dans ma stratégie, ce qu'il faut pour aller galvaniser le trou, parce qu'on est, la plus grande force qu'on a maintenant, c'est le soulèvement et le soutien populaire. On va aller chercher des visages qui sont facilement identifiables par la population de l'Est. C'est pourquoi vous verrez, il a fait intervenir Julien Paluku Kaongia et Moïndo Nzangi dans sa communication. Mais l'erreur, c'est que puisqu'il n'y avait pas une stratégie, une ligne de conduite en interne, Moïndo a réussi la première communication. La deuxième fois, il a voulu le faire de manière alambiquée. Il a récolté l'effet contraire. Et depuis, il s'est tué. Il a fait beaucoup, il a raconté beaucoup de choses. Exactement. Qui sont désormais retenues contre lui. Qui ne devraient pas être racontées. Vous comprenez? Ce sont les premiers éléments. Deuxième élément. Pour aujourd'hui, dans les basiques de la communication stratégique,
le prémisse de notre communication devait être l'image présidentielle. L'image présidentielle, c'est la première de règles dans la communication aujourd'hui. C'est vrai que le chef de l'État est arrivé après, il y avait une nécessité de pouvoir parler, il a tenu un discours pour mobiliser la population, pour appeler le jeune à l'engagement citoyen et populaire. Mais au-delà de ça, si vous voulez, dans la posture, dans l'attitude, je ne l'ai pas trouvé cohérent. J'ai vu plutôt qu'il était quelqu'un, surtout au regard de ce contexte, il dirige une cellule de crise dans ce contexte, j'ai senti son épuisement dans son attitude, son épuisement d'être nuit et jour dans la cellule de crise et ne pas dormir pour trouver comment résoudre la solution. Et ça, c'est le premier problème. Mais quand je parle de l'image présidentielle, c'est qu'aujourd'hui, il faudra trouver une posture à donner au chef de l'État, il faudra trouver une stratégie. Je vous donne un élément. Oui. Parce que l'absence de l'image présidentielle fait qu'aujourd'hui, l'archétype de la défense nationale aujourd'hui, vous savez que, puisqu'on ne l'a pas défini, la société, puisque la communication aussi, comme la nature a horreur du vide, on essaie de le définir nous-mêmes. Si je pose la question à Jean-Pierre aujourd'hui, quel est le symbole de l'ensemble de l'exécutif, quel est le symbole de la défense intérieure de la RDC maintenant, vous ne mettez pas le chef de l'État. Vous verrez que les gens commencent à utiliser la ministre des Affaires étrangères. Elle est devenue l'archétype, le symbole de la défense nationale. Or, si le symbole de la défense nationale n'est pas un élément majeur dans le secteur de l'opérationnalisation, ça veut dire dans l'approche militaire ou encore dans dans la chaîne des commandements directs, ça prouve à suffisance, ça traduit quelles sont les priorités pour nous. Un stratège, quand il regarde, il dira, cet État a basé l'ensemble de sa stratégie sur la diplomatie, sur les considérations sous-régionales et internationales. Et c'est véridique pour nous. L'ensemble de notre stratégie pour résoudre ces problèmes s'est focalisé sur les efforts sous-régionaux et internationaux. Ça veut dire que quelqu'un qui veut nous prêter des intentions dira militairement pas préparé. Ouais. Et malheureusement, le problème avec la communication, c'est comme l'économie, ça ne ment pas. Consciemment ou inconsciemment, quand vous posez des actes, vous devenez lisible et chacun peut entrevoir au travers même la stratégie que vous ne savez pas cacher. D'où il y a effort à faire sur une stratégie globale qui saura orienter et masquer les vraies intentions, comme on les fait maintenant de manière apparente. Et donc, ce que j'appelle maintenant, et si vous voyez même des critiques sur le ministre de la Communication, c'est justement parce que jusque-là, il est seul au front, sans effort. Je reviens sur un élément essentiel que vous avez évoqué ici, la partition de choses entre le journaliste et le travail de la communication. En fait, si aujourd'hui l'État congolais, particulièrement par ses structures de régulation comme le CESAC, va un peu avec le temps martial, c'est parce que les mécanismes soft pour pouvoir occuper et engager la presse n'existent pas. La presse, dans son métier fonctionnel, c'est la collecte, le traitement et la diffusion. Oui. Ça veut dire qu'il faut lui donner des sources d'information pour l'occuper. Quand vous ne l'occupez pas, elle va chercher seule. Or, quand elle va chercher, elle prend ce qui se présente à elle. En cet instant, dans l'organisation, s'il y avait une task force, matin, midi, soir, la presse serait occupée par des orientations officielles. Là encore, je vais dire un élément sur la nature de notre sphère politique maintenant, mais c'est à la communication publique de mettre en place de stratégies et de mettre suffisamment d'éléments pour occuper cette presse-là et pour pallier à ces vides quand on connaît que cette presse aujourd'hui a pour règle essentielle le sensationnel, qui marche et qui fait nourrir la presse. Donc pour pallier au sensationnel, ça veut dire qu'ils vont constamment aller chercher les éléments de démarcation. Or, dans ces contextes d'éléments de démarcation, ceux qui n'ont pas beaucoup de maîtrise trouveront en fait qu'ils comprennent mal la notion de la vérité, alors qu'ils sont dans la post-vérité. Ils viendront dire des choses, oui, mais ils trouveront toujours quoi critiquer parce que devant, il y a un vide sidéral et que l'autre occupe, inonde la sphère de communication, surtout le numérique, pour occuper la population. Donc la faute n'est pas d'abord à la presse. Est-ce qu'il y a une task force qui produit régulièrement des notes d'information, qui nous produit régulièrement des éléments d'infos, qui se constituent en source essentielle pendant cette période de guerre pour occuper et alimenter cette Est-ce qu'on peut parler d'une presse totalement libre en temps de guerre? Non, il est impossible dans un contexte de l'État que la presse soit libre. La censure, c'est ce que bien moi j'aime. De temps en temps, j'ai dit à Christian Bossembe, il faut être très regardant et très critique. Il faut être très censure dans ce contexte ici.
autant pour les autres structures de l'État qui ont la possibilité de contrôler l'information, comme l'est fait également le ministère de la Communication. Mais le problème, c'est que la communication obéit à un seul principe, c'est le contenu. Il n'y a pas de communication sans contenu. Ouais. Si vous voulez résoudre le problème, commencez par la production de contenu dont la Ces communication contenus sont produits dégage. par le pouvoir ou les journalistes ont la liberté. Non, ouais. je vais vous dire la vérité, c'est qu'ici, on n'est pas à l'église. Mm. Le gouvernement doit apprendre à produire les contenus pour alimenter la presse. C'est au gouvernement maintenant, de par ses structures, de produire les contenus. Et les contenus, il y en a plein, Jean-Pierre Kayembe, aujourd'hui. C'est parce qu'il manque, en fait. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Le M23 a commis des erreurs qui, dans la communication, dans la narration affective, peut porter préjudice et permettra de pouvoir mobiliser. Ça devrait être, pendant ces 48 heures ici, l'élément central sur quoi on devrait communiquer. Quand vous occupez un espace, je sais que maintenant le M23 tenteront d'aller dans la politique des séductions. Ils vont être dans l'humanitaire. Ils vont faire en sorte que la population se sente à l'aise. Ils ont fait un effort de rétablir la connexion pour mettre les gens à l'aise, pour inonder la population de Goma. C'est le travail de lavage de cerveau. Ils vont faire un effort de rétablir l'électricité. Ils vont faire un effort d'assister la population en interne pour créer de la sympathie. Ouais. Maintenant, là, la première des choses, pour rompre cette sympathie qu'ils vont tenter de créer, c'est que du côté du gouvernement, il faut explorer les contenus du point de presse de Nanga. Ces contenus sont extrêmement dangereux. Ça veut dire que c'est des contenus des gens qui vont dans l'orientation de créer un État vassal en RDC. Un non-État pour permettre à ces derniers de continuer à avoir un contrôle sur un espace, un contrôle sur toute une communauté. Quand vous parlez à partir de la Est, il n'y a pas que le Touti. Il y a les Nandais, il y a les Régas. C'est un parterre de communautés. Depuis toujours, le Congo a basé l'essentiel de sa doctrine sociétale sur l'unité. On a plus de 450 ethnies, mais on vit comme si on était un seul peuple. Quand les gens viennent avec un discours ségrégationniste, s'il y avait une stratégie globale au préalable, c'est l'élément à explorer, à exploiter pour créer ce désamour, pour faire comprendre que cette dynamique, ce n'est pas fait pour le Congolais, mais c'est fait pour alimenter les États étrangers. Et c'est des arguments qu'on peut trouver n'importe où. Mais le problème, c'est parce que, je le dis et je le répète, l'effort, c'est que maintenant, là, on ne comprend pas encore la pertinence et le besoin de la communication. Jean-Pierre, on ne peut pas faire une communication de crise gratuitement. Ok. On ne peut pas faire une communication de crise sans budget. Pourquoi je le dis? Il faut Mais maintenant... on va vous rappeler le patriotisme. Non, c'est vrai, il y a le patriotisme. Mais Quelqu'un va rappeler ce que John Kennedy aurait dit avant de demander ce que l'État doit faire pour vous. Demandez-vous vous-même ce que... Je vous donne un exemple. Ce que l'État peut faire pour vous. J'ai besoin, par exemple, moi, ce que je dis ici, je le dis sur le plateau de Jean-Pierre Kayembe. Imaginez si j'avais seulement $300 capables de l'implémenter chez Jean-Pierre Kayembe, mais également sur les différents podcasts de nos autres frères sénégalais et autres. Et ils ne sont pas patriotes. Ce sont des plateformes derrière un modèle économique. Jean-Pierre Kayembe s'apprête à aller faire le don de sang. Parce qu'il s'est dit, ça c'est une valeur que j'ai, je peux le donner sans conséquence. Mais après, Jean-Pierre Kayembe, pour continuer à maintenir ce média, doit alimenter la grande équipe technique que je vois. C'est des pères et des familles qui doivent être payés, surtout dans ces contextes de crise. Bien sûr. La question, c'est que je ne vous demande pas des millions, je ne vous facture pas. Mais par principe, la communication de crise ne se fait pas comme ça. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous serez heurté par le besoin matériel, vous aurez tendance à vouloir contraindre les gens par la force. Or, la force ne résoudra rien. Jean-Pierre Kayembe, maintenant, là, l'une des stratégies pour résoudre ces problèmes, on vit la crise des politiques en RDC. Maintenant, là, la RDC devrait mobiliser ses forces vives, la société civile. Aujourd'hui, à chaque fois, le gouvernement va communiquer. Par mentalité, il y aura des gens qui auront toujours un regard assez critique. Or, si la communication... Il faut chercher d'autres visages, d'autres figures. Exactement. Diversifier le visage pour la communication, le narratif d'engagement permettra à ce qu'on puisse gagner dans la mobilisation parce que la plus grande force maintenant, c'est garder le côté affect, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de survie qu'il y a chez nous. C'est une communication émotionnelle, Jean-Pierre. Alors, comment est-ce qu'il est possible de soutenir le pays sans soutenir ceux qui le dirigent? Si, c'est possible. Il est possible. Parce que certains pourraient dire, oui, mais si je fais ça, je deviens propagandiste du régime. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la frontière entre les deux? La frontière réside dans la narration.
Ouais. La question, est-ce que Jean-Pierre Kaimbe, est-ce qu'aujourd'hui, si je dis, il est logique, j'en appelle à chaque Congolais de soutenir les efforts du gouvernement, les efforts de FARDC, ça fait de moi un propagandiste? Je ne pense pas. Ouais. Il faut faire la part des choses. Dans le prisme politique, c'est pourquoi vous verrez, il y a deux éléments. Il y a la personne du dirigeant, il y a l'institution qui le porte. Il y a une nuance quand je parle du président et quand je parle de la présidence. Il y a une nuance. Le président passera, la présidence demeurera éternellement. Pas éternellement, elle demeurera toujours jusqu'à ce que... C'est une institution. Enfin, le président est une institution aussi, même si c'est un homme aussi. Maintenant, le problème, c'est que dans la notion de la légitimation et de la légalisation, on a fait de lui, puisqu'il est investi d'un pouvoir énorme, un pouvoir qui fait de lui un petit Dieu. Si vous arrivez constamment à maintenir l'équilibre dans la dissociation, il est possible qu'on porte préjudice sur la personne en trouvant justement la limite de dire « j'ai porté la main sur l'individu par le président ». Par les mécanismes juridiques, on a trouvé un lien de faire de lui également une institution. Mais n'empêche qu'il y a toujours des subtilités qui permettra à ce que quand je pars dans les discours, et même dans un contexte de crise de Jean-Pierre, je l'ai dit ici, nous on est bantous, par essence, le linge sale se lave en famille. Il est possible que maintenant, si je dis aujourd'hui par exemple que soutenons Félix Tshisekedi dans cet engagement, dans cette guerre, ne fait pas de moi un propagandiste, fait de moi un homme réaliste. Parce qu'à la fin de tout, c'est lui le commandant suprême. Parce qu'en fin de tout, c'est lui qui doit prendre les dernières décisions. Évidemment. Ça. Et c'est ça malheureusement le côté péjoratif du prisme politique congolais. On est beaucoup trop attaché à ces faibles pourcentages de la personne de l'institution qu'à la grande masse de l'institution qui le porte. Pour et terminer, c'est ça notre danger. Pour terminer, il y a notre confrère Perrault qui a sorti une autre affaire ciblant le ministre Mouyaya. Okay. L'affaire dite de séquestration d'une femme et tout ça, beaucoup de choses. Mais il cite des noms, ainsi de suite. J'ai vu des répliques des gens qui accusent le Rwanda d'être à la manœuvre. C'est vrai que Mouyaya dérange suffisamment le Rwanda. Qu'est-ce que ces accusations vous inspirent, vous, Mike Gardy? Vous savez, je l'ai dit peut-être d'une autre manière, mais en temps de guerre, la première de cible, ce sont les agrégats qui tiennent chaque orientation. Ne soyez pas étonnés que le jour d'après, qu'il y ait des tentatives envers la ministre des Affaires étrangères qui est devenue l'archétype. La voix forte du Congo. La voix forte du Congo aujourd'hui. Et en dehors d'elle, il y a Patrick Mouyaya. Qui est sur il a maintenu la flamme jusqu'à aujourd'hui. Tous les fronts. Qui, depuis toujours, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Les considérations d'ordre personnel, dans le temps, chacun veut voir. En fait, le côté subjectif permettra à ce que chacun juge du temps de son message, de la forme et autres. Mais il est permanent sur cette situation, la guerre de l'Est. C'est normal. Il ne faudra pas oublier que jusqu'à preuve du contraire, s'il y a quelqu'un qui est allé un peu plus fort des parsements dans son discours, ou jusqu'à preuve, même les Congolais ont eu ces sentiments de grincement dedans, c'est lui. En fait, il a décidé de porter ces combats-là et c'est tout à fait logique qu'il soit la cible prioritaire. Il a dit ouvertement lui-même qu'il est ciblé par... Pourquoi la cible prioritaire? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la bataille de l'information a pris un pas important dans ces contextes. Et c'est le seul qui, de temps en temps, fait réagir. Il se heurte généralement, c'est comme je l'ai dit, à l'absence d'une stratégie globale qui permettra de construire un discours structuré dans le temps pour permettre à ce que chaque intervenant, il n'a pas permis, une stratégie globale qui n'a pas permis de centraliser l'information publique pour alimenter la presse et conduire une mentalité collective, mais dans le fond, il est resté présent et avec des éléments structurels qui lui permettent de continuer à défendre. Et maintenant, s'il y a Thérèse Wagner sur l'opinion internationale, au niveau de l'opinion nationale et régionale, c'est Patrick Mouyaya. Ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, qu'il soit la cible. Et s'il faut l'atteindre, je vais être désolé, ma foi, quand vous me parlez des Perrault-Louara, aujourd'hui, moi je pense qu'on l'a perdu. Parce que, je veux revenir sur un élément essentiel quand je disais ici. En dehors de la communication qui incombe justement de la stratégie et des institutions du gouvernement, qui doit orienter l'opinion publique sur les informations, sur la communication autour, mais dans la presse, ceux qui ont fait la formation journalistique le savent.
On vous a appris que le journaliste peut être au courant de tout, mais ne dit pas tout. La notion de l'intérêt d'une information qui donne sens à ce qu'on appelle les informations classées secret défense, qui, nous, en journalisme, on appellerait une information off the record, que j'ai pour ma propre culture, mais que je ne peux pas mettre à la place publique pour des raisons d'intérêt général. Est-ce qu'à ces niveaux-là, on dira qu'il se respecte cela? J'ai dit non. Et ça ne m'étonnerait pas. Les ramifications entre lui et Nanga et les autres ont déjà été faites depuis un certain moment. Donc aujourd'hui, on ne va pas douter de ça. C'est un soldat qui a passé l'arme de l'autre côté. Donc il faut le prendre comme ça. Au-delà, on peut vouloir dire non, il veut critiquer le pouvoir. Tu sais, même la critique, quand elle perd son objectif, elle ne devient pas critique, elle devient haine et insulte. Donc je ne pense pas que ce qu'il fait est de l'ordre de la critique. Il faudra qu'on soit sincère entre nous. Et donc pour moi, je trouve ça à la limite logique, mais encore une fois de plus, j'en rappelle à l'État congolais maintenant là, la communication sera le premier rempart pour engager la défense nationale, pour engager justement ces sentiments d'appartenance, parce que cette guerre a maintenant un caractère existentiel. Si on rate l'occasion de résoudre ce problème définitivement, notre existence en tant qu'État sera remise en cause. Et quand on connaît les péripéties, les vicissitudes qui sont nôtres vis-à-vis de cette communauté internationale, il est possible qu'après, qu'il y ait une implosion interne qui ne dira jamais son nom, qu'il y ait un avant et après. Mais préférons que, c'est vrai, quoi qu'il arrive, il y aura un avant et un après cette guerre, mais que c'est après soit des moments de gloire qui nous rappelleront qu'on a combattu le bon combat et qu'on a achevé notre course comme il se doit. Merci bien, Mike Gardy. On aurait bien voulu prendre encore plus de temps, mais là, on est pris par le temps. D'autres invités qui attendent les tournages jusqu'à demain dimanche. Enfin, on aura beaucoup de choses tous ces week-ends. Pas de repos pour nous, mais effort des guerres oblige, on aura besoin de vous de temps en temps pour venir nous expliquer certaines choses. C'est la seule contribution que j'ai maintenant, de vendre ma science et mon appel pour ça. C'est pourquoi je suis là. Et merci pour l'honneur que vous nous faites. Merci. J'ai même laissé ma veste à la maison. Ouais, on sent que la couleur rappelle évidemment la couleur militaire. C'est une très bonne chose. Merci à vous tous pour le temps que vous avez pris à nous regarder. En ces temps difficiles, il va falloir jouer sur certains mots. Parce qu'on est journaliste, mais on est d'abord et avant tout patriote. Portez-vous bien. Salut.